Invité de ce jour au 25 octobre 2023, très chers téléspectateurs de Télé Plus, bienvenue dans cette émission Invité, une émission qui reçoit pour vous des personnes qui réfléchissent mieux, je vous le dis à maintes reprises, que ce sont des personnes qui réfléchissent bien pour l'avancement de la République démocratique du Congo, qui est notre dénominateur commun. Aujourd'hui, nous invitons et nous recevons sur ces plateaux, il n'est pas un habitué, c'est quelqu'un que vous connaissez, dans un homme des médias. Je reçois aujourd'hui Espoir Butumba, qui est donc journaliste et analyste politique, avec qui nous allons échanger sur les questions d'actualité. Donc, à la première thématique, nous aurons approché les questions d'ordre élection en République démocratique du Congo. Vous les connaissez bien, ça se pointe déjà à l'horizon. Donc, les Congolais se posent pas mal de questions. Est-ce que ces élections auront bel et bien lieu dans un délai constitutionnel ou il y aura autre chose que ça? Et à la deuxième position, encore, la deuxième thématique, nous parlerons de comportements adoptés par les personnels des médias avant, pendant et après les élections. Ce sont là les deux grandes thématiques avec quoi on va brosser avec Espoir Butumba, que j'ai dit bienvenue dans cette émission invitée. Merci, cher ami, merci à toute l'équipe qui est mise en place pour nous produire. Et je salue aussi tous les spectateurs qui nous regardent pour cette émission. Je pense qu'il y aura un bon débat et un très bel échange que nous allons faire parce que tout cela, nous servons la nation. Très bien, Espoir Butumba. Je le sais bien que vous venez de très loin pour arriver ici. Comment vous êtes parvenu à arriver ici? Il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas... Bon, ce qui est vrai, c'est qu'à Kinshasa, on est habitué quand, surtout, pas plus tard qu'hier, il y avait une forte pluie et il y a des nuits de poules partout, il y a des embouteillages, il y a des casse-têtes de policiers routiers, donc tout ça, des fois, ça déconcentre, mais c'est une ville que nous sommes habitués et nous évoluons avec, mais ce que nous pouvons demander seulement à l'autorité de renforcer la vigilance pour que les paisibles citoyens puissent se promener très bien et que cela aussi puisse contribuer pour notre santé mentale. La population aujourd'hui, Espoir Butumba, se demande, se pose pas mal de questions concernant les élections en République démocratique du Congo. Nous avons constaté avec vous, depuis l'accession au pouvoir du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a eu pas mal de choses qui ont pu caractériser son premier mandat. Nous avons vu dans la sphère politique différentes destitutions. Nous avons remarqué plusieurs démissions. Nous avons remarqué certaines manœuvres qui peuvent influencer la non-organisation des élections, des scrutins dans une date constitutionnellement établie. Pensez-vous que les élections auront bel et bien lieu, pour ne pas aller entrer d'abord en profondeur, si, selon votre perspective, les élections auront bel et bien lieu dans un délai constitutionnel? Merci beaucoup, mon frère, pour la question. Et ce que nous devons d'abord savoir, c'est la finalité. Parce que vous avez plutôt peint un tableau ici tout à fait sombre, parce qu'il y avait des démissions, il y avait des cacophonies de part et d'autre. La COVID-19. Ouais, il y avait beaucoup de catastrophes, voire même naturelles, qui se sont infligées ou produites par rapport à la RDC. Mais tout ce que nous voulons voir, c'est la finalité. Parce que dans la gestion de l'État, il y a des choses qui peuvent se faire que la population ne peut pas être au courant. Et quand l'autorité établie qui voit, qui milite pour le bien-être de la population, arrive à prendre une décision, des fois ça nous paraît impopulaire. Mais c'est au fur du temps, quand on avance, quand on marche, et la conclusion, c'est alors qu'on va se rendre compte que la décision n'était que pour le bien-être de la population. Donc, pour aller vite répondre à la question de savoir s'il y aura élection ou pas, je crois très bien que la CENI nous avait produit un calendrier et jusqu'alors, ça n'a jamais été perturbé. Et toutes les choses qui se laissent faire montrent actuellement, nous amènent à comprendre que les élections auront bel et bien lieu. Parce qu'aucune date n'a été fauchée jusqu'à présent. Donc, on n'a pas intérêt à pouvoir spéculer, on n'a pas intérêt à pouvoir s'imaginer des choses. Et je dirais tout simplement à tous les Congolais d'être prêts parce que les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre. Le 20 décembre, c'est un mercredi, nous irons tous voter et vous allez voir que c'est quand même quelque chose qui va soulager beaucoup de Congolais. Jusque-là, la liste provisoire des députés provinciaux
ne sont pas encore sortis. Jusque-là, la réponse de la Cour constitutionnelle n'est pas encore donnée. Les Congolais se demandent. Parce que moi et toi vivons avec la population. La population vit à tout prix savoir quelque chose pour les motiver afin qu'elles soient à mesure de comprendre que les élections auront bel et bien lieu. La population se demande. Aujourd'hui déjà, les tensions sont à la hauteur. Aujourd'hui, j'ai suivi il n'y a pas longtemps une déclaration de Jean Katangé faisant déjà office d'une tentative, d'invalidation de Moïse Katumbi. Ces gens-là déjà haussent les tons pour dénoncer ce mal qui est encore dans les sombres, qui n'est pas encore vulgarisé. Je ne sais pas, ces genres de réactions, ça vous dit quoi par rapport à l'organisation du scrutin? Cher ami, je dirais tout simplement que les Congolais, nous devons quand même apprendre à être sérieux. Parce que dans la vie, il y a des gens qui pensent qu'ils sont indispensables. Quand on est Congolais, quand on est Africain de surcroît, nous devons respecter nos lois. Qui dit la loi? Alors, si une personne veut se faire au-dessus ou se mettre au-dessus de la loi, c'est là où les bas blessent. Si qui est cet homme qui veut se faire au-dessus de la loi? Parce que quand les jeunes Katangé, je ne les ai pas suivis, quand c'est vous qui m'informez. Il y en a même, l'intervention est là. Oui, quand les jeunes Katangé se permettent de se substituer à la place de la Cour constitutionnelle, quand ils se permettent de menacer la Cour constitutionnelle, la haute Cour constitutionnelle, la haute juridiction du pays, ça constitue à mon humble avis une infraction. La justice, elle est indépendante et elle est au service de tout le monde. On n'a pas une justice de deux poids, deux mesures. Moïse Katumbi a bel et bien postulé, déposé sa candidature à la CENI. La CENI n'est là que pour voir si les dossiers ou les documents déposés en sa possession sont conformes par rapport à la loi organique de la CENI. Mais la CENI ne peut pas se substituer à une juridiction. Et quand la CENI reçoit les documents, soit les dossiers d'un candidat, elle se limite plutôt à vérifier ce qui lui est des droits. Et après, cette CENI-là va transmettre le document ou les dossiers à la Cour suprême, qui est la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle va à son niveau vérifier si les documents déposés respectent effectivement les lois du pays. Et si les jeunes-là se permettent de faire des ballons d'essai, donc ils savent très bien que leur candidat est en quelque sorte fauché. Alors la Cour constitutionnelle va étudier pièce par pièce. On va mettre une équipe pour voir si les documents déposés par les candidats sont conformes aux normes et aux lois du pays. Et si on voit que les documents ne sont pas conformes, on ne peut pas tuer les gens. Le ciel ne va pas tomber sur nos têtes. On va invalider tout candidat. Ce n'est pas seulement Moïse Katumbi. Il y a beaucoup de candidats où je dirais tous les candidats doivent passer par cet exercice-là. Et la primeur, le pouvoir discrétionnaire, doit être l'apanage de la Cour constitutionnelle et sa plénière. Pourquoi les jeunes doivent être agités? Donc pour moi, c'est un ballon d'essai. Ils savent ce qu'ils ont glissé dans les documents, soit dans les dossiers de Moïse Katumbi, mais qu'ils s'attendent parce que moi je crois à la justice congolaise, je crois à la Cour constitutionnelle parce que c'est une cour qui est là pour nous et pour tout Congolais. Donc qu'ils ne se lancent pas au verbiage, qu'ils ne se lancent pas dans des jeux d'enfants pour qu'ils se mettent en leur tête qu'ils menacent la Cour. Non, la Cour doit faire son travail. La justice de la République démocratique du Congo, au moment où le président lui-même dénonce certaines manigances au sein de la justice congolaise. Oui, la justice, elle est vaste. Il y a d'abord la Cour constitutionnelle. Dans son hiérarchie, il y a la Cour constitutionnelle, il y a la Cour de cassation, ainsi de suite. Nous avons pris part avec vous à la rentrée judiciaire de la Cour de cassation. Ouais. Les premiers présidents de la Cour, au cours de son allocution, a épinglé ces points-là de l'injustice, de la corruption. Donc, vous ne voyez pas que les responsables eux-mêmes savent qu'il y a ce qui ne va pas dans la justice congolaise. Elle est un peu manipulable, elle est un peu fauchée quelque part. Ce n'est pas toute la justice. Ce n'est pas toutes les étapes de la justice qui sont manipulables. Parce qu'ici, nous parlons de la Cour constitutionnelle, la haute cour.
qui a un cercle fermé, la haute cour qui nous présente... La haute cour qui est contestée d'une part et d'autre. La haute cour n'est pas contestée. Elle est contestée, elle est contestée par des gens. Elle est contestée par des gens. De la sphère politique a exigé à ce que la cour conjointe soit révisée, donc qu'il n'y ait pas les présidents de la cour conjointe actuelle et qu'ils puissent être à l'écart pour que donc la présidence fasse au moins son travail comme il faut. J'en arrive là. D'abord, j'étais en train de dire que la Cour constitutionnelle, c'est une cour qui a vraiment un cercle restreint. Alors, il faut parler de la corruption, ça doit visiblement se laisser faire. C'est différent avec les magistrats qui seront répandus ou éparpillés sur toute l'étendue de la République. Alors, même quand un magistrat se retrouve à décaisser chez moi, ça sera très difficile d'aller les contrôler, d'avoir ces nouvelles, tout ça. C'est là où la corruption peut battre son plein. Mais pour la Cour constitutionnelle, parce qu'il s'agit de la Cour constitutionnelle qu'on parle maintenant, je te dirais, j'ai confiance en cette Cour-là. Je sais très bien qu'elle fait très bien son travail. Et c'est là qu'ils font en sorte que ils puissent jeter de l'opprobre à cette cour, c'est simplement la peur de perdre les élections. Alors, s'il faut parler de la contestation de la Cour constitutionnelle, moi je me pose la question de savoir qui est capable de contester. Non, écoutez, qui est capable de contester la Cour constitutionnelle? C'est la personne qui a le droit de nommer ou d'envoyer les juges. Qui dit la Constitution ou la composition de la Cour constitutionnelle? On sait très bien que cette Cour-là est composée des délégués de la présidence. Ce n'est même pas la présidence, les délégués, les 3 juges du président de la République, il y aura les 3 juges de l'Assemblée, je parlerai je crois, du Parlement, parce qu'il faut le Sénat et l'Assemblée nationale, le Parlement. Il y a aussi les 3 juges qui seront l'émanation de l'appareil judiciaire. Donc, les juges vont se réunir et puis ils vont faire élire 3 juges. Donc, la composition, elle est 9. Alors, qu'est-ce qui n'a pas respecté la procédure? Quand le président de la République, par les droits qui lui sont plutôt reconnus par la Constitution, envoie ces 3 juges. Et vous voulez les contester? Non. Quand le Parlement, réuni en congrès, envoie les 3 juges, vous voulez les contester? Quand ceux qui chapeautent les cours et tribunaux envoient les 3 juges, vous voulez les contester? Et les 9 se retrouvent. Les contextes dans lesquels la procédure par laquelle ces 3 personnes sont parvenues à intégrer la Cour constitutionnelle, c'est ça maintenant les problèmes. La procédure, c'est qu'il y a une nomination par ces 3 instances. Et comment est-ce qu'on parle de la violation de la Constitution par les présidents de la République? On n'a pas parlé. D'abord, je vais vous rappeler que le président de la Cour constitutionnelle à l'époque, Benoît Luamba, avait démissionné. Alors, l'urgence était imposée pour que le président de la République le remplace parce que c'était un quota qui revenait directement au président de la République. Alors, après ça, il y a eu également des démissions en cascade et le président de la République a revu son quota par rapport à cette cour-là. Il a envoyé ces 3 juges. L'Assemblée, je dirais, le Parlement en a également fait le même exercice. Ils sont partis se retrouver pour élire le président de la Cour constitutionnelle. C'est alors que le monsieur, comment l'appelait, l'homme a une infraction, je crois, infraction détournement intellectuel, comment on l'appelait, le monsieur Kalouba. Kalouba a été élu. Alors, ces pairs vont se retrouver par rapport à certains, je dirais, par rapport au règlement intérieur qui le régisse. Ils ont vu que le monsieur n'était pas convenable de diriger cette institution. Et ils ont décidé, on l'a destitué. Et quand on l'a destitué, le président, parce qu'il venait du quota du président de la République, le président l'a remplacé. Ils sont partis encore faire les tirages au sort des élections. C'est alors que Kamoulieta va être élu. Moi, je ne crois pas. Qui peut contester la Cour constitutionnelle? C'est seulement la personne qui a le pouvoir d'envoyer les délégués. Quand je vois l'opposition aujourd'hui, attendez, mon frère. Par la population, parce que la population, c'est elle qui... Est-ce que la population vote les juges? Non, le pouvoir est d'attribution. Oui. Le pouvoir d'attribution. Si on ne vous a pas donné le pouvoir, tu ne peux pas te fourvoyer pour aller crier et contester un pouvoir que vous-même, vous n'avez pas le droit de décider. Parce que les juges sont l'émanation du président de la République, je parle de la Cour constitutionnelle, le président de la République, le Parlement,
le pouvoir judiciaire. Vous voyez? Alors, les opposants, pas la population, parce que les opposants, on doit faire une nuance de choses. Les opposants ont tendance à parler au nom de la population, même si cette dernière ne les a pas mandatés. Les opposants qui contestent je dirais quoi? La majorité? Non, non, ils contestent le pouvoir. Ils contestent la partialité, Oui. la partialité ou l'impartialité, voulais-je dire, de la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Ils ont le droit de le faire. Je ne crois pas. Parce que même si aujourd'hui il faut revoir la Cour constitutionnelle, est-ce que les opposants vont envoyer les quotas? Je ne pense pas. C'est le président de la République qui va envoyer ses délégués, le Parlement va envoyer ses délégués et les cours et tribunaux vont envoyer leurs délégués. Ils vont consulter les nefs et vont élire les présidents. Alors, sur base de quoi cette opposition qui parle toujours au nom de la population va se fourvoyer pour demander le remplacement ou la neutralité de la Cour constitutionnelle, alors que jusqu'à présent, toutes les décisions, je dirais tous les arrêts que cette Cour nous a produits sont vraiment respectés. Puisque nous parlons de différentes contestations, nous voyons également le second mandat ou encore le deuxième mandat du président de la République qui est contesté. Nous avons suivi avec vous, nous avons vu cette Kikoumi déposer, il veut à tout prix que la candidature de Félix Tshisekedi soit mise à l'écart. Il a poussé ses raisons et déposé sa plainte. Comment est-ce que vous analysez cette réaction de cette Kikoumi à quelques mois des élections? D'abord, d'entrée de jeu, je dirais que cette Kikoumi est dans ses droits de pouvoir faire recours à la Cour constitutionnelle pour invalider la candidature du président Félix Tshisekedi. C'est dans ses droits. C'est comme tout citoyen congolais qui se sent vraiment lésé de quelque chose, il peut le faire. Il est dans ses droits. Mais la question que je me pose, est-ce que il a raison de le faire? Je crois non. Je crois non. C'est un moment opportun? Non, le moment il est opportun. Il est opportun parce que les dossiers sont à la Cour constitutionnelle et c'est la Cour qui étudie. C'est la période de vérification des dossiers. C'est opportun qu'il pose cet acte. Mais est-ce qu'il a raison? Je ne crois pas qu'il a raison. Parce que quand vous voyez, le président Tshisekedi n'est pas dans son premier exercice. Le président Tshisekedi n'est pas dans sa première aventure. En 2018, il avait postulé avec un diplôme. Surtout que la CENI de l'autre fois était décriée par tout le monde. On pensait que mais celle d'aujourd'hui, on pensait que c'est Nanga qui était à la manœuvre avec Kabila et Bassengezi et les autres. Mais quand même, ils ont vérifié les documents de Félix Tshisekedi, les dossiers. La CENI a fait passer, comme Kadima l'a fait, la Cour constitutionnelle qui était acquise autrefois à la majorité de Kabila, a étudié les dossiers, ils ont validé les documents académiques de Félix Tshisekedi. Et c'est ce même document qui a été présenté actuellement. Et je pense que cette Kikoumi allait réfléchir à des fois avant de poser son acte. Ou simplement, il voulait faire le populisme. Il voulait faire le populisme. Non, mais il faut poser un bon acte parce que autrefois, on avait une CENI qui avait fait passer les dossiers. Nous avions eu une Cour constitutionnelle qui avait validé la candidature de Félix Tshisekedi en 2018 pour qu'il soit élu aujourd'hui président de la République. Validé hier. Le dossier de Félix Tshisekedi n'ont pas changé. Avec vous, Espoir Boutoumba. La CENI qui avait approuvé la candidature de Félix Tshisekedi aux élections qui ont eu lieu en 2018, cette même CENI chapeautée par Corneille Nangaa, Corneille Nangaa dit aujourd'hui que les élections étaient truquées, il y avait un accord, et aujourd'hui, ce n'était pas parce qu'il y avait accord, il y avait un probable accord entre les présidents de la République de l'ancien temps, Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi, que ces documents ont été déposés et approuvés par la CENI. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Cette Kikoumi veut faire du populisme. Du populisme à quel niveau? Nous savons tous que Tshisekedi n'a pas... Si vous défendez la politique... Je ne défends pas Tshisekedi. Je ne suis pas le porte-parole de Tshisekedi. Mais je suis en train de mettre mon point de vue par rapport aux faits qui se sont produits et que nous devons analyser. Je ne défends pas Tshisekedi. En 2018, Tshisekedi avait déposé sa candidature. Il avait déposé les dossiers.
La CENI a analysé, c'est passé. Nous sommes arrivés au niveau de la Cour constitutionnelle pour vérifier l'authentification de tous ces dossiers-là. Et ça a été validé par un arrêt. Tshisekedi a été élu président de la République. Est-ce que, la question que je me pose, Seth Kikuni est au courant que Tshisekedi a pu changer les dossiers, autre que celui qu'il avait déposé à la CENI en 2018? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si le document académique qui fait polémique pour Tshisekedi aujourd'hui a été validé en 2018 par la CENI et confirmé par la Cour constitutionnelle, je ne crois pas que la requête de Seth Kikuni puisse trouver d'importance aujourd'hui. Et ça, Seth le sait. Mais simplement qu'il veut faire du populisme, il veut que les Congolais les connaissent, il veut qu'on l'amène je sais pas, à un niveau là qu'il ne mérite pas. Voilà pourquoi il s'est hasardé à lancer cet hobby. Mais je pense que la candidature de Félix Tshisekedi sera validée parce que la jurisprudence l'oblige, la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous savez que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables? Même s'il y a une jurisprudence de Matata Mponyo. Mais c'est quand même inattaquable. Parce que l'autre fois, la Cour avait décidé par un arrêt que Tshisekedi est validé et qu'il avait postulé jusqu'à ce qu'il était élu. Je ne vois pas cette Cour invalider Tshisekedi parce que un certain Seth Kikuni qui cherche la popularité, qui cherche de se faire connaître par les peuples congolais, a déposé un recours. Par un seul acte, la justice de la République démocratique du Congo a été mal vue au monde entier et que la Cour de cassation envoie un dossier pour que la Cour constitutionnelle décide sur ces dossiers et la Cour constitutionnelle se déclare incompétente les dossiers Matata Mponyo. Est-ce, vous ne trouvez pas que, avec ce que vous venez de dire, que la justice, elle est comme ça, vous ne trouvez pas que la Cour constitutionnelle est impartiale? Non, la Cour n'est pas fauchée. La Cour n'est pas fauchée. Dans quel sens? Parce que elle était biaisée. Non. Vous savez, quand l'ordre est mal donné, on ne l'exécute pas. Vous savez pourquoi? Quand on soupçonne l'autre fois l'homme du détournement intellectuel, d'avoir empoché une cagnotte venant de Matata Mponyo, quand on met des enquêtes, on trouve que Dieudonné Kalouba était trompé dans la corruption. Quand on analyse tous ces faits, on remarque que la justice a été soudoyée pour qu'on prenne de tels arrêts. Mais c'est qui? Attendez. On ne peut pas. Mais c'est ce que je disais. Dieudonné a été soudoyé. Et vous le savez très bien. Et quand la justice a remarqué cela, son arrêt ne pouvait pas avoir d'importance. Mon frère, comment expliquer une personne dans ce monde peut manquer un juge naturel? C'est inconcevable. Même le chef de l'État, la Constitution a prévu pour lui un juge naturel. Quand il commet des infractions, il y a un juge qui va les prendre en charge, qui va les juger, les condamner s'il faut le faire. Mais Matata Mponyo étant Premier ministre, il ne pouvait pas être jugé. Pendant qu'il ne l'est plus, il ne pouvait pas être jugé. Pourquoi? Il devient Jésus. Même Jésus a été jugé, condamné et crucifié. Vous êtes nombreux à suivre Téléplus. Je vous avais dit que le débat sera houleux avec Espoir Botumba. C'est un journaliste et analyste politique avec qui on échange et on discute sur des sujets importants pour l'avancement de la République démocratique du Congo. C'est pour moi un grand et un réel plaisir de lui retrouver sur ces plateaux et lui recevoir pour décortiquer l'actualité. La première thématique, comme je vous l'avais annoncé, nous parlons des élections en République démocratique du Congo. Vous voyez, c'est toujours dans ces élections qu'il y a beaucoup de sous-points, donc on soulève. Mais mon frère, excusez, je n'ai pas répondu à une préoccupation que vous aviez parlé des Corneilles. Je vous reviens, donc la dernière thématique est consacrée au comportement à adopter parce que c'est un journaliste. Ouais. On doit avoir un comportement, les hommes des médias, nous devons avoir un comportement adopté avant les élections, pendant les élections et après les élections. Je vous reviens, Espoir Botumba, vous parliez. Je voulais parler de Corneille Nangaa parce que vous aviez fait allusion à sa sortie ratée une sortie ratée. Ouais. Parce que est-ce que c'est opportun qu'il nous parle de ces verbiages?
Corneille Nangaa a raté pour la première fois une occasion de se taire. Il nous parle d'un accord qui existe. Est-ce que tu sais qu'il a nié l'accord? Il n'a pas nié cet accord-là. Tu sais qu'il a dit qu'il y a eu une convention, il y a eu un accord qui regroupait ou qui mettait ensemble les FCC et les CACH. Mais ce n'est pas ce que Nangaa parle. On a posé la question. Écoutez, on a posé la question claire à Corneille Nangaa. S'il y a eu un accord, une convention entre les FCC et les CACH, ça c'était de manière nationale, mais c'est l'accord sur quoi Corneille Nangaa parle. C'est un accord qui a réuni les présidents. Il vient à peine de les citer. Nous avons suivi avec vous. Il a parlé des présidents égyptiens, kenyans et l'autre là. Donc, vous voyez. Il y a un problème. Soit Corneille Nangaa a un problème sur sa tête, soit il ne comprend pas ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que il a dit qu'il y a un accord et que le président de la République a menti. Il a promis les balancer d'ici peu. Mais l'accord est lu par tout le monde, cher ami. Corneille Nangaa a manqué l'occasion de se taire. Parce qu'il nous parle d'un accord de la gestion du pays, de la gestion de la chose publique. Et cet accord, Tshisekedi n'a jamais nié. Tshisekedi a toujours refusé un accord allant dans le sens de la compromission. D'un arrangement à l'africaine, comme disait Jean-Luc Le Drian. Vous savez, Corneille Nangaa a menti, c'est lui qui a menti. Parce que Tshisekedi a dit qu'il y avait une convention, il y avait un accord pour la gestion de la chose publique. Tshisekedi est proclamé président élu, mais sans majorité au Parlement. Kabila a perdu aux élections avec son dauphin Chadari, mais a gagné la majorité. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il y avait la possibilité de cohabiter ou de faire une coalition? Parce qu'il y a deux notions. Il y a la coalition et la cohabitation. La cohabitation, c'est que la majorité au Parlement forme son gouvernement et le président de la République est là. Il donne sa vision. Mais si le Parlement voit que sa vision-là ne cadre pas avec la vision de ceux qui ont la majorité au Parlement, ils vont les bloquer. C'est la cohabitation. Donc, nous sommes dans une même chambre, mais on n'a pas la même vision. Mais maintenant, quand on signe l'accord entre FCC et CACH, vous venez avec la majorité, nous venons avec la présidence, on se coalise, on partage les postes, on gouverne les pays. Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. On a posé une question simple et claire à Corneille Nangaa. Qui avait réellement gagné aux élections? Est-ce Fayulu? Est-ce Tshisekedi? Tu as suivi sa réponse? Il a dit ce n'est plus le cas de se demander qui avait gagné, qui avait fait ça. C'était sa réponse. Il a dit ce n'est pas le moment de se demander qui avait gagné, qui n'a pas gagné. De toute façon, la CENI avait proclamé les élections et la Constitution avait confirmé. Donc pour Nangaa, effectivement, c'est Tshisekedi qui était élu. Mais sur base de quoi il va dénoncer l'accord? Parce que dans toutes les juridictions du monde, dans toutes les institutions du monde, il y a des accords de gouvernance. Il y a des accords qui amènent les gens à pouvoir discuter et se partager la res publica pour que le pays avance. Si Nangaa disait aux Congolais la vérité de ce qui se cache derrière sa communication, je serais content. Mais quand il n'est pas là pour dire des choses telles qu'il faut, il doit se taire. Il y a un autre problème, et je voulais que vous résumiez dans quelques mots Wazalendo et M23. En quelques mots. Parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo dit et ne pas reconnaître Wazalendo et les M23, le Rwanda, les nie également. Un mot par rapport à ça, puis on va passer à la deuxième thématique. Je crois que la situation de Wazalendo, ça m'arrange moi, en tant que citoyen congolais. Ça arrange aussi tous les jeunes, parce que nous voulons libérer notre pays. Moi, si j'avais la possibilité d'intégrer ce mouvement, je le ferais. Sans remords, sans regret. Parce que même dans la Bible, Dieu avait donné le pouvoir aux enfants d'Israël. Et ils se combattaient pour libérer leur terre. Nous n'avons que ce pays. Et s'il y a des agresseurs qui viennent de part et d'autre, nous devons nous mettre ensemble pour les combattre. Et les Wazalendo ne sont que des jeunes conscients, des jeunes qui ne veulent pas pleurnicher, des jeunes qui ne veulent pas faire le lèche-botte aux politiciens,
le jeune qui s'assume et qui affronte la réalité. Les jeunes qui veulent protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Et ce sont des jeunes qu'il faut saluer, qu'il faut encourager. Et je te dirais que c'est une révolution qui est en train de s'annoncer. Et ce sont des jeunes qui ne sont pas avec le gouvernement. Vous allez, je vais vous rappeler, avant que ces jeunes-là, Ouazalendo, se lancent sur la ligne de front, est-ce que vous êtes au courant que les carnages que beaucoup de gens ont condamnés, c'était ces Ouazalendo qui marchaient contre la MONUSCO? Et si seulement que le gouvernement protégeait ces Ouazalendo, la garde commis pour la protection de la MONUSCO ne peut pas tirer à bout portant contre ces jeunes. Et c'est pas moi de vous rappeler que c'est lui, le chef spirituel de ces sectes politico-religieux de Ouazalendo, est condamné à prison à vie. Et si le gouvernement était complice dans toute cette politique, Ouazalendo serait gâté. Ouazalendo, c'est un groupe de conscients. Comme le M23. Le gouvernement ne fait pas semblant. S'il fait semblant, il allait infiltrer les Ouazalendo pour envoyer les éléments des FARDC, ce qui n'est pas fait. Ouazalendo, c'est comme on décriait autrefois les Boudou Dia Congo et transformé en Boudou Dia Mayala de Fene Monasemi, que je salue, qui nous a quittés il y a quelques jours. Donc, il y a comme ça des partis politiques ou de sectes politico-religieux qui sont là pour la libération du pays. Ils sont là pour la protection de nos frontières. Donc, on n'a pas le droit de condamner les Ouazalendo. Et d'ailleurs, je voudrais sensibiliser tous les jeunes pour qu'ils puissent intégrer les rangs de Ouazalendo. Nous devons libérer ces pays. Et comparativement avec les M23, les M23, c'est le supplétif rwandais. C'est le supplétif rwandais. Parce que dans le rang des M23, on trouve les militaires rwandais avec des tenues, leurs drapeaux, les insignes et autres. Et on voit pendant toutes les tables de négociation que le gouvernement congolais a eu à prendre part, le M23 est représenté par le gouvernement rwandais. Et ça, on ne peut pas se voiler de face. Récemment, le gouvernement congolais avait publié les images de quoi qu'on avait filmé avec des drones. Comment les colonnes de l'armée rwandaise plutôt, fait des entrées en RDC. Ils viennent faire quoi? On va en parler prochainement, Espoir Botumba. Nous passons directement à notre deuxième thématique qui est les comportements adoptés. Là, on ne prend pas beaucoup de temps. Les comportements adoptés par les professionnels des médias avant, pendant et après les élections. Nous constatons avec vous, nous ne sommes pas encore dans la période de la campagne électorale, mais nous sentons déjà à travers les médias, certains professionnels des médias qui font ce qu'on appelle, qui anticipent la campagne électorale. Quel comportement adopter selon vous, parce que vous êtes journaliste? Quel comportement adopter avant, pendant et après les élections? Nous parlons d'abord d'avant parce que nous sommes avant la période de la campagne. Cher ami, je pense que dans toute société, il y a ce qu'on appelle les lois. Et la corporation des journalistes est régie plutôt par notre code d'éthique et déontologie professionnelle. Hormis ça, nous avons aussi le CESAC, qui est comme l'aigle qui supervise tout ce qui se passe, les dérapages et autres, et il nous recadre. Je salue les grands frères Christian Bossembe qui fait un excellent travail. Les journalistes congolais, on n'est pas des parvenus dans ces métiers. Je crois que nous devons faire appel à notre conscience. Nous devons lire nos textes. Nous devons mettre en application ce qui nous est demandé. Quand on n'est pas arrivé dans une période électorale, nous devons arrêter de faire de publicité, de faire la campagne. Oui, il faut se faire connaître. Mais pourquoi vous devez faire des affiches et vous les publier avec les numéros, avec les slogans « Votez moi, votez tel, les numéros à retenir ». C'est une campagne qu'on est en train de lancer et ça en violation de nos textes. Et je pense qu'il faudra que nous puissions à un certain moment faire la part des choses. Soit on fait
soit on est radié de la corporation. Je crois que les CESAC nous suivent. Ils vont mettre des mesures appropriées pour que prochainement, tout journaliste qui va tomber dans ces infractions pareilles, qu'il soit sanctionné. Il soit sanctionné par qui? Parce que tout journaliste n'est pas enregistré sur la liste de l'UNPC. Oui, ce sont des cas qu'on rencontre deux fois, les journalistes qui ne font pas partie de l'UNPC, mais lorsqu'ils ont des problèmes, ils font toujours recours à l'UNPC. Ils achètent des cartes nuitamment, et voilà, c'est le temps pour moi de dénoncer ceux qui vendent des cartes de l'UNPC. Je tiens à préciser ici, parce que moi je suis le secrétaire rapporteur de l'UNPC Kinshasa, avec mon président Jean-Marie Kassamba. Nous mettons en garde tous ceux-là qui vendent des cartes de l'UNPC, parce que les cartes sont suspendues. Nous devons attendre d'abord les congrès. Si les congrès décident de nous mettre ou de mettre en place de nouveaux animateurs, c'est à ce moment-là qu'on peut réfléchir comment imprimer de nouvelles cartes et on va mettre à la possession des journalistes. Donc la carte, la seule d'ailleurs, qui reste valide, c'est la carte de 2020. Donc c'est la carte là qui a la couleur jaune-bleu. Et c'est cette carte-là qui est valable. Et alors, les cartes que je vois circuler, on est en train d'imprimer, de donner aux gens, ce sont des cartes, donc, quand vous voyez les gens vendre les cartes de l'INPC actuellement, ce sont des fraudeurs, ce sont des abus qui sont en train de commettre. Et je salue ici mon grand frère Zegbia, qui est en train de redorer l'image de l'INPC national, qui a sanctionné d'ailleurs certaines personnes qui se sont lancées dans cette aventure-là de vendre la carte sans autorisation. Je crois qu'ils seront vraiment sanctionnés parce que nous voulons que notre corporation revête la nouvelle robe pour que nous puissions vraiment avancer comme il faut. Les journalistes que nous sommes, revêtons-nous d'un comportement responsable en ces temps où la République démocratique du Congo s'approche des élections tant attendues. La volonté de la population congolaise va se concrétiser juste après cette échéance. Donc, oui, mais mon cher ami, avant, je peux prendre une seule minute pour acheter. Je vous donne une minute. Ouais, je voudrais ici faire mention à un fait qui m'avait choqué. J'avais lu l'intervention de notre sénatrice, je crois la femme à Évariste Bouchab, Victorine Louise, je crois Louise comme ça, Louise, je ne maîtrise pas trop son nom, et c'est vraiment lancé à des verbiages. Lors de son intervention au Sénat, elle a accusé l'administrateur du territoire Patrick Bassa, mon territoire de Dekese, et elle a accusé l'administrateur d'avoir instauré une sorte de juridiction privée dans son bureau, et les choses qui ne sont pas vraies. Ça, c'est une manière de ternir l'image de quelqu'un. Et de pareils actes sont poursuivables par la justice. Parce que cette dame s'est illustrée à dire des choses non vérifiables. Elle n'a pas vérifié. Et ça, ce sont des groupes d'individus qui n'aiment pas l'administrateur du territoire et qui l'ont donné certainement des fausses informations qu'elle n'a pas pu vérifier et s'est lancée à dire des choses devant le ministre, la ministre plutôt de la Justice. Et je mets en garde ici la sénatrice Victorine que Dekese n'est pas une sous-traitance ou n'est pas l'apanage des Moueta que son mari Bouchab a essayé autrefois de s'accaparer. Nous voulons la transparence dans tout ce que nous faisons. Et elle ne peut pas venir semer les troubles. Pendant que Dekese se prépare pour de bonnes élections, cette dame, sénatrice Victorine, s'hazarde à lancer des obus comme ça pour qu'il y ait confusion entre nous. Et pourquoi elle n'a attendu que ce moment électoral? Qu'est-ce qui se prépare? Nous les mettons en garde. Nous savons ce que on avait fait autrefois avec Amouena Sapo à la veille des élections. Nous ne voulons pas vivre cette guerre-là au sein de notre territoire Dekese. Si Victorine veut vraiment la souci de défendre le territoire du Kasaï, qu'elle aille le faire à Ilebo et ailleurs. Je salue d'ailleurs le courage des gens d'Ilebo qui l'ont tout de suite la contredit. Donc la dame doit faire attention. Je ne peux pas l'approcher parce que d'abord elle devrait vérifier ses informations. Elle accuse tout un administrateur du territoire, le substitut du président de la République, et les faits ne sont pas vérifiés. Elle dit que l'administrateur est en train de faire, il s'est substitué à un magistrat.
chez nous à décaisser, ce sont des choses qui sont fausses. Et cette dame doit tirer attention dans ce qu'elle fait. Si elle continue comme ça, la jeunesse des décaissés doit s'élever et nous allons nous ériger contre elle et on va lui montrer de quoi nous sommes capables de le faire. Espoir Mutumba, merci d'être le nôtre aujourd'hui. Nous avons passé un bon moment, un moment de réflexion avec toi sur ces plateaux. Nous avons débattu sur certains sujets importants de la République démocratique du Congo. Donc, ce sont là les thématiques que nous avons brossées. Il y a la thématique sur les élections en RDC et la thématique sur les comportements adoptés des professionnels des médias avant, pendant et après les élections. Donc, nous avons discuté, nous avons analysé avec Espoir Mutumba, qui j'ai dit un grand merci d'être passé sur les antennes de Télé Plus. Et un dernier message, si vous pouvez avoir à la population qui vous suit en ce moment. Oui, à la population, préparons-nous pour les élections, hâte aux intox, comme celle de Victorine, comme ça, qui donne des informations qui sont fausses, qui ne sont pas vérifiables. Donc, nous nous préparons pour les élections. Kadima nous a confirmé qu'il y aura élection et toutes les batteries sont mises en marche et que cette fois-ci, nous allons gagner aux élections. Et je profite pour dire que chez moi, parce que moi, je dois partir d'ici là, faire la campagne pour mon candidat ou mes candidats. Il s'agit de Maître Bazin Mpembe qui a postulé à la députation provinciale et Adrien, le ministre national des pêches et l'élevage, Adrien Bokele, qui est mon candidat à la députation nationale. Donc, nous nous préparons pour descendre sur terrain et battre campagne et hâte aux intox, aux gens qui ne sont pas préparés, qui formatent des histoires pour distraire l'opinion. Mais cette fois-ci, je crois que nous allons battre campagne dans la paix et nous sommes déterminés à rafler tout ce qui est comme poste à notre cause. Ça est donc fini pour aujourd'hui. Émission invitée. Nous sommes très ravis de vous avoir nombreux devant vos téléviseurs pour nous suivre. Un grand merci à vous et on se dit à la prochaine. N'hésitez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Télé Plus RDC. Au revoir.